Bonsoir tout le monde. Donc ce soir on a un live très spécial parce qu'on va recevoir ma petite sœur Sabrina et elle va nous parler aujourd'hui de donc son métier qui est donc elle est dans la recherche clinique. Donc elle travaille dans les hôpitaux. Donc là elle vient de faire l'hôpital général juif et puis elle va bientôt rejoindre le CHUM à Montréal. Donc elle va nous raconter son parcours et puis son day-to-day, ses défis. Donc là, je te vois Sabrina. Je vais t'ajouter dans le live. Invité. Ah, ça a marché du premier coup. Mais bien joué. Tony, c'est ça? Et voilà. Enchanté. Enchanté. Bonsoir, bonsoir. Tu vas bien? Moi, je vais bien et toi? Ouais. Merci de nous Félicite, donner toi. merci de nous donner du temps. Ouais, j'étais malade, là, je suis guéri. Mais ma voix est Mhm. un peu, elle est un peu endommagée, là. Écoute, merci de nous donner du temps. Je sais que tu es occupé, donc on va aller straight to the point. Présente-toi, s'il te plaît. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais. Et pour les gens qui nous OK. écoutent, on veut savoir c'est quoi en fait ton métier, qu'est-ce que tu fais tous les jours, et puis on veut parler un peu de ton parcours. Donc je te poserai des questions, mais si tu peux juste commencer par te présenter, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Donc, moi, c'est Sabrina. Je travaille en recherche clinique en ce moment. Je suis un peu en transition de position. Donc, j'ai quitté un poste à l'hôpital juif que j'occupe encore et je vais commencer un poste. J'ai déjà commencé un poste au centre hospitalier de l'Université de Montréal. Donc, je passe de McGill à l'UDM. C'est une grosse différence. Côté éducation, j'ai un bac en sciences, en neurosciences. Mais pour ce que je fais, c'est pas vraiment important dans quoi ton bac est. C'est en sciences, c'est correct. Biochimie, biologie, euh, physique, peu importe. Puis, j'ai fait ma maîtrise en même temps en pharmacologie clinique, mais c'est quelque chose que j'ai commencé après avoir commencé la recherche clinique. Par contre, dans la carrière, j'ai commencé comme stagiaire en laboratoire pendant mon bac. Et au même plus tard, j'ai progressé. Puis, le dernier poste que j'ai occupé au Jewish, c'était gestionnaire d'une unité de recherche clinique. Donc, j'ai passé de souris au laboratoire à des gens, et puis je suis en oncologie. Ok, mais justement, donc tu nous disais, donc la neuroscience, chimie, physique, tous ces diplômes-là permettent de faire ton métier. Mais c'est quoi en fait, qu'est-ce que tu fais tous les jours? C'est quoi une journée dans la vie de Sabrina dans son emploi actuel? Donc, quand tu gères une unité de recherche, là, on a différents. En fait, la recherche clinique au niveau où je suis, c'est beaucoup plus de la paperasse que de la recherche rendue là. Mhm. Donc, c'est tout ce qui est réglementaire, donc suivre les lois du gouvernement, du MSSS, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, tout ce qui est Santé Canada, la FDA, c'est les études américaines ou peu importe. C'est côté réglementaire, c'est vrai que comme on est au code, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on essaye le côté finance, donc faire des deals avec des compagnies pour savoir combien ils vont nous payer. Je vais rentrer dans nos coûts comme on peut quand c'est pas des compagnies privées. Et puis, gestion de personnel, formation, engager des gens, les former, les suivre, s'assurer qu'ils sont dans un poste où ils sont confortables et les aider à passer à autre chose si jamais c'est quelque chose qui les intéresse. Puis, il y a aussi le côté légal, donc aider les gens. Tout ce qui est études cliniques, on doit avoir une entente légale avec les différentes institutions. Donc, c'est beaucoup être intermédiaire entre différents services. Donc, il y a un avocat, mais je dois être là. Je suis la comptable. Puis, ouais, c'est un peu beaucoup de ça. Mhm. Mais en tant que début de carrière, on va dire, comme coordinateur, le côté patient, c'est plutôt, je sais pas, est-ce que tu as lu Fahrenheit, je sais pas, Fahrenheit 451? Non, j'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Si qui ont suivi le curriculum normal, c'est un livre où c'est un futur où tout le monde les livres sont bannis, donc tout le monde doit devenir un livre. Ok. Comme ça, tu veux lire, tu vas voir Tony et te le récite au complet, parce qu'avoir un livre physique, c'est illégal. Donc, quand tu es coordinateur de recherche, tu deviens le protocole, tu sais tout ce qui se passe. Il y a un patient qui rentre, on te dit, il y a qui dans telle pièce, il y a le cancer du sein, tu rentres, c'est pour l'étude, tu dois savoir répondre à ces questions, lui expliquer comment ça se passe, si jamais c'est le choix qu'elle fait. Puis par la suite, choisir, tu vois, c'est appliquer, vraiment, il faut rester quand même côté humain, là, parce que c'est plus genre le laboratoire. Donc,
savoir quand la personne, c'est pas le moment pour lui parler plus tard. Donc, c'est un peu une balance en savoir exactement, logiquement quoi faire et aussi avoir de l'empathie pour les situations que les personnes sont en train de vivre. Ça c'est un point intéressant parce que comme on l'a dit, tu travailles dans les hôpitaux, tu travailles donc dans la recherche clinique. C'est quoi? Tu peux nous parler un peu de recherche que tu as fait depuis que tu as commencé ta carrière? Si tu peux être plus précise Ouais. avec… Pendant mon Quand j'ai commencé sur le Parkinson. J'étais en neurosciences, ça qui marchait plus. Donc, j'étais dans un laboratoire de maladies dégénératives. Donc, on utilisait des animaux de laboratoire on leur avait donné le Parkinson ou un truc similaire. Puis, on travaillait aussi avec des échantillons de personnes, la salive et du sang, mais on voyait pas les gens en tant que tels. J'ai aussi travaillé dans un laboratoire de recherche en psycho-oncologie sociale. Ça veut dire l'aspect social et psychologique d'avoir le cancer, c'est tout. Donc ça, c'était des données. Il n'y avait pas encore le contact humain. Puis par la suite, quand je suis entrée en oncologie, donc c'est là qu'il y a le contact humain en oncologie. Puis les recherches qu'on fait, c'est souvent des études pour faire des traitements qui sont plus adéquats pour la situation de la personne. En général, il y a deux sortes d'études. Les études qui sont, on dit une de-escalation. Donc on a un traitement qui est moins agressif pour quelqu'un qui a un cancer qui est moins agressif. Par exemple, le cancer du sein, historiquement, le cancer du sein, on enlève tous les seins, on te donne la chimiothérapie, ce qui vient dans les veines, d'effets secondaires. Chirurgie, donc on enlève tout, puis radiothérapie, ce que ma sphère de recherche clinique, le maximum qu'on pouvait donner. Mais des fois, tu aurais juste pu survivre en enlevant juste le sein. Donc, plus on avance, plus on essaie de donner des trucs moins intenses pour la qualité de vie et tout. Puis il y a des études où on cherche vraiment à donner des traitements à des gens que, à part comme dans le système, il n'y a pas que de vraiment disponible pour eux. Peut-être parce qu'ils sont trop vieux, les effets secondaires seraient trop sérieux ou c'est juste plutôt rare. Donc, c'est vraiment un des deux. Donc, là, dans la recherche que je fais plutôt je fais le sein, la prostate, le cou et le visage, le pancréas, la peau, le cerveau, tout ce qui vient dans le fond. Ok, mais tout ça, donc c'est vraiment c'est des cancers qui sont souvent très lourds. Comment est-ce que tu fais, toi, pour t'adapter à ce genre de challenge? Parce que toi, c'est vrai que tu es très scientifique, mais là, comme tu le dis, ça ajoute un côté humain. Bon, les gens qui ne te connaissent pas, comment tu fais pour approcher ce côté plus humain de ton métier? Et comment est-ce que ça a évolué? Parce que peut-être que au début, c'était difficile. Comment ça s'est passé pour toi? Au début, je pense que le moment le plus difficile que j'ai eu côté humain, c'était quand je venais juste de commencer. Je vous ai formée par une scientifique pure. Parce que moi, j'ai un parcours scientifique, mais j'ai fait ça à la clientèle, j'ai fait du tutorat, je travaille dans l'assurance. Donc, j'ai eu des contacts humains. On va dire, je pense que la meilleure chose, c'est il faut se faire crier dessus une ou deux fois avant de tomber dans la recherche clinique parce qu'il faut comprendre que ces mots ont un impact sur les gens. Tu peux savoir quand il y a quelqu'un qui rentre et qui s'est jamais fait crier dessus, qui s'est jamais est dans une situation de confrontation, parce que on dirait que qu'est-ce qu'ils disent, ils pensent qu'il n'y a pas d'effet. Mais si tu veux, c'est une fille analytique 100%. Là. Avant, elle était juste dans le laboratoire, elle n'a jamais regardé à plus de 5 mètres d'elle pour travailler. Elle est toujours comme ça. Là. Je suis rentrée dans une pièce, elle m'a pas présenté, il y a une patiente qui est assise, elle me présente pas, on rentre, puis elle dit à la madame, OK, enlève ton chandail, je vais prendre une photo de tes seins. Elle n'a pas dit allô, elle n'a pas expliqué c'est que c'est deuxième personne dans la pièce. Elle lui a rien dit. Puis la madame, tu sais, quand tu portes un sarrau blanc, la plupart des gens, ils savent pas vraiment si t'es médecin, si t'es recherché, ils s'en foutent. Eux, t'es à l'hôpital quand t'as demandé de faire quelque chose. La plupart des gens vont le faire. Donc la madame, elle se déshabille et tout. Puis je voyais que c'était pas vraiment inconfortable pour elle. Je me suis dit, c'est sûr et certain quand c'est mes patients, je vais m'assurer que j'approche de façon plus douce. Donc, j'ai pris le temps que dans le futur, parce que j'ai vu c'est quoi si tu veux faire quelqu'un dans le futur, situation-là, je les appelle la veille pour leur dire, hey, demain, demain, je vais vous demander, pas besoin de prendre une décision maintenant, mais demain, je vous ai demandé si vous prenez une photo de vos seins pour voir l'évolution. C'est quelque chose que vous avez, dans l'étude, ça fait partie de ça. Pas besoin de répondre parce que, tu vois, que les gens aussi s'habillent en conséquence ils vont savoir qu'ils vont être torse nu ou peuvent dire non. Puis, il y en a qui disent non au téléphone directement. Il y en a qui disent, je vais y penser. Puis, en de la journée même, on demande encore, quand la porte est fermée, qu'on a dit bonjour et tout, est-ce que vous êtes confortable? Donc, puis quand j'ai formé les gens par la suite, je leur disais toujours, attention, quand cette étude-là prend le temps de… Donc, c'est souvent beaucoup être capable d'être à la place de quelqu'un, mais c'est vrai que c'est pas tous les scientifiques qui arrivent dans un point dans leur carrière où ils sont capables de penser à ça. Donc, c'est important dans la formation d'aborder. Très bon point. Et puis, toujours sur en continuant là-dessus, moi, je sais, bon, on est frères et sœurs, j'ai dit au début, tu m'en as parlé, puis c'est un point que j'aimerais aussi qu'on parle dans le live, c'est qu'il y a aussi le côté médication.
Parce que comme tu le dis, vous faites, comment on pourrait dire, des essais cliniques, ou vous faites en fait pas des essais cliniques, mais des traitements. Vous offrez donc des traitements. Et donc, il y a des patients, soit qui sont coopératifs, d'autres qui le sont moins. Donc, comment est-ce que tu abordes ça quand tu as pas un client, pardon, un patient qui est devant toi et qui, vraiment, tu vois que son cas est très lourd, puis que le traitement, lui, il est peut-être plus ou moins, mais tu sais qu'il est efficace, puis le patient, lui, il est dur un peu à cerner ou un peu à convaincre. Comment est-ce que tu faisais pour dealer avec ça? Mais d'abord, il faut se rappeler qu'on les convainc de rien. Il faut Mhm. vraiment leur rappeler que c'est leur santé, c'est leur choix. Donc, l'information, il faut juste assurer que ils ont l'information claire parce que des fois, il y en a qui vont dire non et tu leur demandes pourquoi et tu te rends compte que c'est parce qu'ils ont juste mal compris. Ils vont dire, ah, ben, j'ai pas envie de payer pour ça, j'ai pas envie de venir à l'hôpital plus souvent faire des questionnaires. Mais on leur explique les questionnaires, on peut les donner par la poste. On vous fait pas venir à l'hôpital juste pour ça, on vous les donne en même temps. Donc, c'est vraiment important de leur demander c'est quoi le nom. Pour quand ils disent non, c'est parce que l'information, I don't mind noise in the background. C'est important qu'ils comprennent la situation où ils sont. Ça arrive des fois que les gens vont dire, c'est important que, on va dire, la journée d'une façon typique, le médecin va te dire, ou le docteur va te dire, OK, j'ai un patient, une patiente dans la pièce telle, viens les voir, je réponds à l'étude. Parce que légalement, c'est le médecin qui doit le mentionner en premier. Ils n'ont pas le droit d'envoyer un chercheur sans avoir dit au patient, j'ai une étude clinique pour toi t'intéresser. Donc, on rentre dans la pièce, on discute avec eux, puis on a un papier de consentement avec l'information dessus, et puis on le laisse avec le patient, mais c'est important, j'ai toujours mis dans l'information, c'est important de ne pas laisser les gens signer la journée même. Parce que des fois, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dire oui, parce qu'ils sont à l'hôpital et qu'il y a 5 personnes autour d'eux. Ils voient 5 personnes à l'hôpital qui sont mobilisées pour leur parler dans une journée. Ils vont signer le papier, là, ils sont importants. Ils rentrent chez eux, Mhm. à leur fils, à leur femme, puis c'est la guerre. Donc, rentrez à la maison, parlez-vous avec votre femme, si vous avez quelqu'un pour en parler. Si quelqu'un vous poser des questions pour vous, il peut m'appeler. Donc, c'est important d'être dans la sphère de c'est votre choix. Mais je pense que le seul plus gros problème qu'on a souvent, c'est les gens qui ne veulent pas prendre de décision pendant longtemps. Là. Parce que Mais juste une question, désolé de t'interrompre. Ce genre de steps, c'est des choses qu'on t'apprend de job, ou c'est toi qui as réalisé ça au fur et à mesure des interactions? c'est au fur et à mesure des interactions. Il y a les lois, malheureusement, sont très lousses. Il n'y a pas vraiment de formation pour ce que je fais. Il y a une certification qui, la plupart des gens n'ont pas. Donc, c'est quand même, le seul truc qui est vrai, c'est que la personne a signé le papier, mais il y en a qui vont faire signer le papier la journée même. Donc, c'est Hmm. vraiment juste moi. Puis, c'est ça que j'ai appris à mon équipe aussi, d'en laisser du temps. Ok. Mais moi, j'aime beaucoup que tu dis ça parce que ça fait là, t'es la quatrième professionnelle qui nous rencontre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui s'apprennent on the job. Et là, tu nous mentionnes des éléments qui sont très humains parce que tu es dans le médical, tu es dans la recherche clinique. Est-ce qu'il y a, à part ce côté humain, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as apprises dans ce métier que tu trouves qui te servent beaucoup dans ta vie en général, hors du travail, à part le côté humain? Non, non, je pense pas, vu que ça, c'est le genre de travail que tu dois laisser au travail. Sinon, tu Hmm, deviens fou. c'est important ce que tu Donc, dis. Ouais. non, je passe la porte, il n'y a aucune capacité que je garde du travail dans la vie de tous les jours. La seule chose que je dirais, peut-être que je réfléchis plus, c'est tu vas plus passer de temps avec sa famille et ses amis parce qu'il y en a beaucoup où tu vois des gens avec des patients qui arrivent et qui ils viennent de prendre la retraite il y a 6 mois, on va dire. Puis ils apprennent qu'ils ont le temps de faire, puis ils vont des fois ils ont du temps, des fois ils en ont pas trop, puis Hmm, ils ont passé du temps dans leur carrière, dans leur c'est des gens qui n'ont pas vu leurs enfants depuis longtemps, des carriéristes. Là. Donc, c'est vraiment ça qui me rappelle c'est pas, être carriériste, ça sert à rien. Tu quittes, on rentre tous d'une façon, on part tous de la même façon, puis entre les deux, on a beaucoup d'options, puis le travail, c'est pas la seule. Donc, c'est la seule chose que je trouverais que écouter l'histoire des vies des gens, des fois, ça aide un peu à mettre les choses en perspective. ok, super. Et donc là, tu nous dis, donc tu fais une transition de McGill au CHUM, donc toujours à Montréal. Tu disais que c'est très différent. C'est quoi qui est différent entre ces deux environnements médicaux? Ben, la grosse différence pour moi, c'est le poste que j'occupe. Donc, à l'hôpital général, je gérais ma propre équipe, Mhm. petite équipe. Puis au CHUM, j'ai un poste je gère pas l'équipe au complet.
Je suis quand même dans un poste de gestion, mais vu que je suis pas la responsable ultime, ça fait une grosse différence pour moi. C'est juste ça la différence. C'est vraiment le niveau de responsabilité. Je trouve que ça, côté qualité-vie, c'est mieux d'avoir une meilleure balance. Tu vois, gérer tout sans formation, c'est pas l'idéal, donc j'ai préféré de prendre moins de responsabilité. Et c'est quoi que tu disais qui étaient les gros challenges que tu avais dans cette gestion d'équipe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peut-être des anecdotes, ça peut être ou des choses qui sont revenues assez souvent quand tu gérais des personnes dans cet environnement. Ouais, non, moi, je pense que la gestion d'équipe, c'était la partie la plus facile du travail. C'est juste la rétention d'employés, puis engager des employés dans la recherche clinique, c'est un milieu transitoire. Hein. C'est vraiment la recherche en général dans le milieu hospitalier, il n'y a pas de permanence. Tu as toujours un contrat qui dépend des fonds de recherche. Donc, comment ça fonctionne? On va dire pour les gens qui font de la recherche dans le laboratoire comme le sens que tout le monde pense, là, avec une jaquette puis un petit truc. Eux, généralement, s'ils ont un contrat de 1 an, après 6 mois, tu dois chercher. 2 ans, tu dois chercher. Donc, c'est beaucoup, c'est très intéressant. Mais la recherche clinique, c'est un peu plus stable en apparence, mais les gens bougent quand même beaucoup parce que tu es là depuis 3 mois, tu ouvres ton LinkedIn et tu as 10 recruteurs de compagnies qui te cherchent. Hein. Donc, c'est là toujours la recherche clinique. C'est vraiment un milieu d'être un peu d'expérience, tu as beaucoup d'opportunités. Donc, quand le staff rentre, choisir le staff moi, je pense que le problème de la rétention que j'ai eu et engager les gens, au début, mais à la fin, ça m'a assez, c'était déterminer c'est quoi le profil d'employé qu'on veut avec les médecins. Parce que, ultimement, c'est eux qui prennent la décision. Donc, moi, connaissant, tu vois, aussi, avec notre âge, c'est nouveau, cette affaire de changer de job à chaque 2 ans pour être mieux payé. Donc, expliquer à des gens qui ont la même carrière depuis 40 ans que, hey, prends quelqu'un que pour eux, ça va faire du sens d'être ici pendant 2 ans, plutôt que prendre quelqu'un qui veut mourir ici et prendre sa retraite ici. Donc, une fois qu'on a passé cette mentalité, qu'on a laissé plus de place, c'est là qu'il y a eu plus de potentiel pour la rétention. Mais c'est sûr que dans le milieu, 6 mois, c'est presque la seniorité, peu importe où tu es. Ok, très intéressant. Là, ce que je vais te demander aussi, bon, je sais, tu as eu vraiment des belles expériences avec ton dernier rôle. Et ton métier est aussi très lié avec tout ce qui est pharmacologie. Et je sais que tu as eu aussi une expérience, tu as eu aussi t'as eu un voyage dans tout ça aussi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience professionnelle que tu as vécue? Ah, le Oui, Vegas? oui. Ouais. Ah, ouais. Ça, c'est juste. En fait, comment ça fonctionne? Légalement, les médecins, depuis longtemps, les instituts pharmacologiques, tout ce qui est biotech, c'est plus légal de donner de l'argent aux médecins pour les compenser de leur participation. Parce qu'avant, c'est une grosse affaire. Aux États-Unis, ça se fait encore. Donc, on va dire, tu donnes le vaccin de la COVID de Pfizer, le médecin, une clinique donne ça. À chaque fois qu'ils donnent Pfizer, ils reçoivent une prime, on va dire, de $40 à chaque fois. Puis, ils en donnent une centaine dans la journée. Donc, c'était vraiment une pratique un peu comme aux États-Unis, mais au Canada, c'est illégal. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les compagnies de pharmaceutiques et de biotechnologie, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils t'offrent, pour avoir ton attention, parce qu'avoir l'attention de quelqu'un comme un médecin ou un gérant d'unité, t'as pas plus d'1 heure de mon temps, à part si chaque mot est pertinent. Là. Si c'est 2 heures, peut-être que je vais être sur Zoom et que ce sera fermé sur le côté et ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils offrent des dîners, parce que t'as pas le choix de leur parler quand tu es dans un restaurant assis. Et si tu veux t'avoir plus longtemps et te convaincre de quelque chose, ils t'envoient en voyage. Puis, c'est là que j'ai fait le voyage aussi. C'était juste vraiment pour convaincre des médecins de faire quelque chose, d'avoir leur attention. Et puis, vu que c'est une équipe, donc on prend en radiologie, on prend le médecin, gérant d'unité, quelqu'un qui connaît le côté réglementaire, finance et tout. Comme ça, on peut avoir une discussion complète, puis ça finit là, mais c'est vraiment juste des pots de vin. Ok, non, ben c'est bon, c'est une information qu'il faut savoir parce que c'est un milieu qu'on dit, comme tu l'as dit, médical, on dit que c'est de la recherche, mais il y a aussi un côté très business, comme tu viens de le dire. Ça, c'est des relations d'affaires, c'est du commerce aussi. Donc, c'est intéressant de savoir que toi aussi, qui es dans cet environnement, tu peux le voir dans ton expérience professionnelle. Euh, là, en fait, ce que je comprends aussi, c'est que ça t'ouvre des portes. Donc, on parle là, on a parlé de pharmacologie, tu l'as dit, ton métier, des fois, des fois un milieu transitoire. Donc, c'est quoi la suite pour Sabrina? Est-ce que tu te vois rester en recherche? Est-ce que tu as d'autres ambitions? C'est quoi où est-ce que tu te vois transiter plus tard?
Aucune idée, Tony. Mais pour l'instant, Même tout pas va une petite bien. idée, Pour même pas une petite idée. Rien. J'ai aucune idée, non, non, j'ai aucune idée. Moi, je pense que ce qui m'a bien servi maintenant, c'est de prendre chaque. Tu sais, j'aimerais ça. Pendant mon bac, j'allais souvent dans des événements où les gens expliquaient c'était quoi leur job, comment ils sont arrivés là. À chaque fois, je disais, mais c'est une série d'événements comme de hasard. Puis j'ai réalisé que c'est vraiment ça. Moi, à chaque fois dans une situation, je me demande c'est quoi la porte qui s'ouvre à moi, c'est quoi la meilleure allée. Donc, quand j'ai commencé, j'étais en neurosciences, j'ai trouvé un truc par hasard. L'oncologie psychosociale, c'était un stage complètement par hasard que j'ai pris. Pendant que j'étais en oncologie psychosociale, dans le même hôpital, j'ai vu qu'il y avait un affichage pour le Parkinson en laboratoire et j'étais en neurosciences. Donc, j'étais dans le Parkinson. Après ça, je suis partie, COVID m'a appelé. Donc, j'ai été travailler en assurance quand je travaillais encore à l'hôpital. Avec, quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu une affiche de poste en recherche de radio-oncologie. J'ai dit, ah, mais j'ai déjà travaillé en oncologie. Puis, je suis arrivée là. Et puis, en travaillant à l'hôpital juif, c'est petit. La radio-oncologie, on n'est pas plus que 50. Au Québec, on se connaît tous. Là. On n'est pas plus que 50 à faire ça en radio-oncologie. Donc, en connaissant un peu tout le monde et connaissant les gens du CHUM et sachant que je voulais avoir moins de responsabilités, à l'institution avec plus de financement, plus facile, me rendre la vie plus facile, ben, je suis partie au CHUM comme ça. Si je suis au CHUM et que je réalise que, je veux monter, qu'est-ce que je peux faire? Changer de domaine ou peu importe. Ben, c'est sûr que le problème, c'est que la porte la plus ouverte en ce moment, pour moi, c'est le privé, mais le privé requiert énormément de ton temps. Coucou Deb. Donc, le privé, ça prend énormément de ton temps. Donc, à mon âge, pas d'enfant, j'arrive au privé. J'ai fait des entrevues, j'ai eu des offres. C'était vraiment comment pour que tu sois disponible jusqu'à 22 heures. Tu travailles 6 jours semaine, tu as un téléphone de travail. Non. Tu vas avoir une vie quelconque. C'est mieux d'être au public pour l'instant pour moi. Mais c'est peut-être demain changer d'idée. Puis, je vais décider que je veux prendre ma retraite à 48 ans. Puis, je vais donner ma vie au privé. Mais ça m'étonnerait. Ah, c'est cool. Mais tu sais, la semaine dernière, Cusa, il citait justement un roman qu'il a beaucoup aimé, L'Alchimiste. Puis ça parle un peu de ce que tu dis, voilà, de suivre les signes. Tu vois, comme tu le dis, t'as pas de plan tracé. Jusqu'ici, ça t'a bien servi de suivre les opportunités. Mais d'ailleurs, je sais aussi que tu avais accompagné des fois des étudiants, je pense que c'était en PhD, qui faisaient des recherches, tu avais écrit des articles scientifiques aussi Ouais, qu'on peut trouver. Tu le fais encore. Ah non, mais ça, C'est en non, ça c'est du ghost. C'est quoi? Explique-nous ça. Je suis ghostwriter pour certains. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que je fais du tutorat pendant du secondaire jusqu'à maintenant. Et puis, beaucoup des gens que j'aurais fait du tutorat pendant leur bac, ils sont, tu vois, ils me donnent des références, ils font leur maîtrise, ils me donnent des références. Donc là, il y a des gens qui me contactent, puis ils font leur maîtrise, font leur doc ou leur maîtrise ou leur postdoc, ils ont besoin d'aide pour surtout pour la partie statistique et tout. Donc, je leur offre souvent le même package. Donc, soit je te montre comment le faire, soit je le fais moi-même pour le triple du prix. Puis là, beaucoup d'entre eux choisissent que je le fasse pour le triple du prix, puis je le fais pour eux. Mais ça, c'est un bon side hustle, ça, c'est bien. Donc, tu apprends aussi des sujets de recherche. C'est quand même parce que c'est pas juste écrire. Tu participes à la recherche. C'est quoi, tu participes à la recherche? Tu assistes? Non, je pas du tout. Ils m'envoient qu'est-ce qu'ils font, on en discute un peu, avoir une idée. Par exemple, la dernière que je suis en train de travailler avec elle sur sa maîtrise, elle étudie en gender studies, puis elle a besoin d'aide pour son analyse, pour voir si la façon que les gens s'identifient leur genre et leur sexualité, s'il y a des patterns là-dedans, il y a comme 15 catégories de chaque, donc c'est très lourd statistiquement. Puis, je lui montre comment le faire, je lui explique comment le faire, c'est ça qu'elle a choisi. Puis, quand elle va être rendue à sa rédaction, si elle a besoin d'aide pour l'écrire, je lui ferai la même chose, soit je l'écris pour toi, soit tu l'écris toi-même, je te montre comment. Puis ça marche très bien. Je dirais que par session, j'en fais 3-4, puis ça va très bien. En tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent, qui ont une maîtrise ou une recherche à préparer, vous allez bien noter Sabrina. Demandez-moi pas. Non, ils l'ont noté, c'est trop tard. Ils l'ont noté. J'ai jamais et j'ai trop de demandes. Plutôt, si vous savez comment écrire pour quelqu'un sur le type de recherche, venez me voir. J'ai des gens à donner. Je veux plus savoir. Donc, en fait, toi, tu veux donc trouver des ghostwriters pour rejoindre ton équipe. C'est bien aussi, c'est bien. Mais c'est beaucoup plus facile.
J'espère que tout le monde a pris note. Mais c'est super intéressant. Là, je vais te poser des questions, une question générale que j'aime poser à chaque personne qui vient nous voir. Est-ce que tu peux nous donner trois contenus? Donc, ça peut être des livres, des chansons, des films, n'importe quel médium de contenu que tu aimes et qui font que tu arrives qui représentent Sabrina, en fait, qui font que tu es Sabrina, puis que tu es active comme tu l'es là. Des trucs, n'importe quoi, n'importe quoi. Je regarde les autres pour savoir si ça allait venir. Trois, mais pas. J'ai des idées, mais vas-y. Tu veux que je m'annonce dans le monde comme ça? T'as dit films, chansons, N'importe quoi, puis n'importe quoi. N'importe quoi que tu aimes et que vraiment ça, c'est Sabrina et que ça va nous aider un peu à comprendre le personnage. moi, le matin, quand je vais au travail, j'aime ça écouter du trap. C'est ma chose préférée. J'adore le moins compréhensible que c'est, je l'écoute le matin. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit moment pas d'implication intellectuelle, peu importe. City Girls, c'est le truc du matin. Ouais. Juste pour rendre la journée un peu moins lourde. Livre, Little Fires Everywhere. J'adore, c'est quoi son nom encore? Reese Witherspoon, c'est l'actrice, là, tu la connais, l'actrice, la blonde. Elle prend des livres qu'elle popularise puis elle les tourne en film super vite. J'adore Little Fires Everywhere. Puis la dernière, je dirais... tu l'as lu, le orange, là, de... Attends. Ah, l'album? Non, c'est un livre, ça dit, il y a Not Giving a Fuck dessus. Ah, c'est ça le titre, non? The Art of Not Giving. Subtle Art of Not Giving a Fuck, yeah. Je le lis quand je vais au spa. À chaque fois que je vais au spa, je lis 3 pages. Donc, je lis depuis 1 an. C'est mes trois sélections. Super. Mais écoute, sur ça, je sais que tu étais pressé, mais je suis content parce que ce live, en fait, on retient que, écoute, le côté humain dans ton métier, c'est très important parce que c'est clair que comme tu l'as dit, tu sais comment séparer le travail et la vie personnelle, mais dans le travail, c'est important de savoir que tu as des êtres humains devant toi. Et je pense que c'est un conseil qui vaut pour tous les domaines possibles. Donc, les gens qui sont dans la santé, dans tous les domaines, il faut retenir. Excuse-moi. Parce que là, il y a un moment qui me dit des trucs pour toi, en tout cas. Bon, bref. Ouais. On en a parlé. Elle me demande des trucs qu'on a parlé pendant le live, mais je dis qu'on l'a déjà fait. Bref. Donc, c'est important de garder le côté humain et c'est important, comme tu l'as dit, de séparer le travail de la vie professionnelle. Et ça, c'est un truc, j'espère que si le réseau peut un peu apporter ce message chez tous les gens de notre communauté, c'est que oui, on est tous ambitieux, on veut tous réussir des choses dans la vie, mais c'est bien de voir qu'il y a des gens jeunes comme toi, Seb aussi nous en avait parlé. Je trouve que vous avez très similaire, vous avez beaucoup avancé rapidement dans vos carrières très jeunes, et donc vous avez appris, parfois même plutôt que d'autres personnes, que c'est important de cultiver d'autres aspects de sa vie personnelle, parce que c'est, comme tu l'as dit, vous avez des opportunités, lui aussi, il nous parlait de ses opportunités à l'étranger. Toi, tu nous parles d'opportunités où si tu le voulais, tu pourrais travailler 7 jours semaine. Ouais. Et ce serait financièrement, ce serait super. Mais tu le fais pas parce que tu sais que c'est pas une vie qui est soutenable. Donc, je te remercie d'amener ce message positif. Et puis, mon dernier mot. Vas-y, c'est un dernier mot, oui. Avant que c'était que la seule raison pourquoi j'ai pu avancer aussi vite à mon âge, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 26 ans et demi, et parfois les gens sont choqués de « Ah, t'es si jeune que ça » parce qu'en voyant mon poste, c'est généralement t'es plus vieux. C'est parce que j'ai fait des stages pendant mon bac que j'ai chevauché et que j'ai finalement transformé en position payante ou peu importe. Puis, une chose que j'ai toujours... j'ai fait depuis que j'ai commencé, j'ai fait ça au Jush, je fais ça au CHUM aussi, c'est que je prends des stagiaires par session en été. Je prends des stagiaires, mais écoute, il faut me trouver des petites Rwandais, des petites Rwandaises. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est une bonne idée. Peu importe c'est quoi le domaine scientifique qui vous intéresse, c'est une bonne idée de complémenter votre diplôme avec des expériences professionnelles. Même si vous venez genre une journée par semaine faire quelque chose pendant l'été, je peux vous trouver un projet. Puis c'est aussi ceux qui veulent aller en médecine, s'il y en a encore qui y tiennent, c'est important d'avoir une expérience de recherche. Donc juste
Envoyez pas sur Instagram, par contre, je suis pas dessus. Allez parler à mon frère ou au réseau, mais j'en cherche toujours. Puis c'est sûr que j'aimerais ça creuser dans la communauté, mais il y en a juste pas qui appliquent. Ouais, Donc, Gabrielle Bergeron va être correct anyways, mais elle applique. Donc, les autres, appliquez aussi, s'il vous plaît. répète, s'il C'est te tout. plaît. Répète, s'il te Quel bout? plaît. Appliquer. Mais c'est bon, c'est bon. Et puis d'ailleurs, on va faire on se parlera, je ferai un post là, tu me diras les études qui sont, qui sont ciblées. Tu m'avais dit bio, chimie, physique. Ouais, n'importe Tout est, quoi en tout est sciences. scientifique. Ouais, mais c'est ça, c'est important. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces études-là. Et puis, tout peut commencer par un stage. Donc, très, très, très bon point. Écoute, moi, je pense que c'est comme ça on va closer, parce que c'était un très, très beau message. Merci Sabrina. Merci beaucoup. OK. Et puis, bonne soirée. Et puis, merci à ceux qui nous ont écoutés. Le live sera disponible. Et puis, je vais très rapidement mettre tous les lives aussi sur YouTube. Comme ça, ils vont pouvoir être partagés. C'est juste, je suis en train de regarder sur une application comment le faire techniquement. Mais ça va être fait. Tous ceux qui veulent qui veulent revoir Sabrina, Seb, QSA, qui veulent voir Ange aussi. Donc, tout ça, ce sera disponible et partageable sur YouTube et ailleurs. Donc, merci Sabrina, bonne soirée. Et merci à tout le monde. OK, bye. Bye bye.